Aujourd'hui, avec Intent, comment tu intègres ces différents cas d'usage? Parce que je crois savoir que l'interopérabilité des systèmes, c'est le fonds de commerce d'Intent, la valeur ajoutée d'Intent, et comment justement ces cas d'usage s'intègrent dans la plateforme. Oui, alors tout à fait. Le positionnement d'Intent depuis l'origine, c'est de se placer comme une multiprise qui va interfacer l'ensemble des acteurs intervenants sur les bâtiments afin de donner cette vision 360 sur toutes les activités qui sont déployées. Les cas d'usage en fait que vont rechercher nos clients, donc les clients d'Intent, ça va être des bailleurs sociaux. On est très présent dans ce secteur avec aujourd'hui un peu plus d'1,5 million de logements. On est présent également dans le tertiaire avec plus de 10 millions de mètres carrés. Ça représente au total 40 000 bâtiments et à peu près 1,5 million d'équipements. Voilà pour donner les volumétries. Et on intervient également sur le secteur des collectivités avec des métropoles ou des villes qui ont des actifs immobiliers, alors bâtiments, mais aussi maintenant de plus en plus sur l'espace public urbain. Et donc le BIM, dans les cas d'usage déployés par nos clients, il va impacter plusieurs dimensions. La première dimension, c'est tout ce qui va toucher à la relation avec l'utilisateur final, finalement d'un actif. Donc l'utilisateur final, qu'il soit salarié dans une entreprise, à l'origine d'un process industriel ou alors locataire d'un bailleur social, finalement ils recherchent tous à améliorer la qualité d'usage de ces actifs qui font partie soit de mon logement ou de mon lieu de travail pour pouvoir bénéficier d'un confort d'utilisation en pleine sécurité. Ensuite, on a une autre dimension qui est ce qu'on appelle la performance. Et là, dans la performance, on va retrouver des dimensions économiques, avec évidemment être efficace économiquement dans sa relation avec les fournisseurs, donc les prestataires, quels qu'ils soient, dans le réglementaire, dans la maintenance, l'entretien ou les petits travaux qui vont intervenir sur les bâtiments, mais aussi dans la dimension énergétique. Voilà, parce que on pense, et notamment dans notre approche, que l'exploitation et l'énergie sont indissociables. On peut faire tous les grands travaux qu'on veut, si on ne veut pas durablement baisser les consommations d'énergie de nos actifs immobiliers, il va falloir associer les prestataires et faire en sorte que cette donnée elle circule et qu'elle soit utilisée dans le cadre de l'exploitation. Et puis après, on va avoir des cas d'usage qui vont être simplement portés par des choix d'investissement. C'est-à-dire que quand on fait des investissements, et on en fait tous les ans sur ces actifs, on a besoin d'avoir la bonne donnée pour prendre les bonnes décisions en fonction de l'usage qui est fait de ces actifs immobiliers. Voilà. Et ça, on le fait, j'irai avec des enjeux ensuite de mise en œuvre, mais c'est vraiment ce que recherchent nos clients aujourd'hui dans le déploiement de la plateforme. D'accord, donc effectivement des gains potentiels. Anne, est-ce que ça se traduit également pour l'exploitation du patrimoine, enfin du tertiaire? Oui, je pense que j'aurais pas mieux dit que cette efficacité, on va pouvoir, en croisant les données, obtenir à la fois précision, gain de temps, meilleure vision et donc meilleure employabilité de tous les éléments de toute la supply chain en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a un chiffre qu'on pourrait se donner? Est-ce qu'il y a un chiffre qui ressort des expériences aujourd'hui en mode on arrive à gagner tant de pourcents C'est difficile de le dire. En tout cas, ce que nos clients nous disent, c'est que par exemple, quand ils font de la refacturation des coûts d'exploitation, là où ils mettaient 2 personnes avec des profils de compétences assez élevés et donc forcément cher, aujourd'hui, en un clic, tout a été transformé et peut surtout évoluer en fonction des pratiques, en fonction de l'évolution de chacune des entreprises et on sait que ça va toujours très très vite. Donc une rapidité aussi dans la production des données de pilotage et fait, d'exploitation. Tout à fait, un accès direct en fait. Et c'est surtout lié aussi au fait que la qualification des espaces soit simple et efficace et qu'on puisse remodéliser tout de suite les bâtiments par le commun des mortels en fait, pas, sans passer par des contours qui sont toujours à la fois chers, compliqués et qui sont énervants, en fait, très irritants parce qu'on n'arrive pas à avoir une donnée d'exploitation qui pourtant devrait être simple. Voilà, c'est ce qu'on apporte aujourd'hui. Donc là, on comprend à ce stade que la donnée c'est important, que ça apporte de la valeur et que ça permet aussi d'améliorer le pilotage. Tout à fait. Stéphane, justement, tu es sur peut-être en amont, toi, dans la chaîne de valeur. Comment, sur le diagnostic, c'est ça? Comment ça se traduit pour toi et sur quel type de bâtiment? Mais nous, on vient apporter un petit peu une vue complémentaire ou alternative, on peut avoir un peu selon les cas, mais on va dire surtout complémentaire dans le cadre du BIM, où on va venir apporter de la vision, c'est-à-dire on va imager comment est une scène à l'aide de d'une scène virtuelle, d'une photo panoramique 360 degrés. Où là, on va vraiment avoir le réel, ce qui est vraiment sur le terrain, apporter la vérité terrain, objectiver un petit peu tout un environnement en apportant la donnée contextuelle. Voilà. D'accord, donc en fait c'est le caractère supplémentaire à la donnée, j'allais dire, le chiffre, c'est la photo. La photo immersive qui va permettre vraiment à un visiteur de se projeter sur un site sans avoir besoin de se déplacer finalement. D'accord, donc diagnostic à distance. Peut-être Sébastien, c'est quelque chose aujourd'hui qui
qui apportent de la valeur ou vous n'êtes pas encore sur ces créneaux-là de diagnostic photo? Alors, sur nos métiers, le diagnostic photo existe déjà avec certaines solutions qui font de l'analyse d'images, où ils vont sur des choses assez simples, de manière automatisée. Ça va être des jeux de couleurs, ça va être ce genre d'opérations qui sont répétables. Après, à distance, par contre, ça c'est vrai que c'est un intérêt. Quand on fait notamment des premières visites de bâtiments, quand on découvre des bâtiments et des installations techniques, c'est toujours bien de pouvoir les revoir après à tête reposée au bureau, là où on a accès aussi à d'autres informations en dehors du terrain, quoi. Donc effectivement, ça a du sens. D'accord, donc c'est une façon d'enrichir aussi le diagnostic et la prise de décision finalement. C'est une façon d'enrichir le diagnostic, la prise de décision, mais c'est aussi une façon de pouvoir revenir quand on a oublié le bâtiment, parce qu'on en voit plusieurs, de revenir dessus et tu sais, ah oui c'est vrai, c'était à cet endroit-là qu'il y avait ça, ou ah oui c'est vrai, c'est tel régulateur de telle marque, parce que je me souvenais plus de la marque à cet endroit-là. Donc effectivement, ça a du sens. Et la vraie question derrière, c'est la définition de la photo, le stockage de la donnée, enfin toutes ces informations-là, parce que il faut les stocker, à qui elles appartiennent, etc. Donc on a aussi tous les sujets de propriété à traiter derrière. Et c'est vrai que c'est d'autres sujets qui arrivent par-dessus, quoi. D'accord, alors on va rentrer dans ces sujets-là. Pierre-Emmanuel, tu es sur un secteur un peu différent, si je puis dire, mais finalement, toi aussi, c'est un peu la même problématique, c'est le visuel et les données, non ? Alors tout à fait, je vais un peu reprendre tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, avec la différence, c'est que j'apporte un focus de ce qui se passe sous l'eau. Donc par définition, il nous faut l'image, donc il faut contextualiser parce que une autorité portuaire ne plonge pas dans son port. Malgré tout, on le voit avec les événements de ces dernières semaines, le pont de Baltimore, on a un port qui est à l'arrêt et ça se chiffre en minimum 4 milliards en l'espace d'une semaine de dollars. Le port d'Eyap en Turquie, 4 grues qui sont tombées en une minute. Le lendemain, il y avait déjà 12 millions de dollars de pertes et il va leur falloir 3 ans pour avoir des grues. Et on n'a pas encore inspecté les quais. Donc il est important pour nous d'apporter aux clients une vue incontestable de l'état de son génie civil sous l'eau. Comment est-ce que l'état de son génie civil va lui permettre de se projeter dans l'exploitation de son quai et donc quelque part dans l'assurance du chiffre d'affaires qu'il va réaliser à la fin de l'année. Donc on avait une problématique qu'on a réussi à contourner assez facilement dans les bâtiments, c'est que on n'avait pas de base de données sur les ports. Les ports étaient faits pour durer 100 ans et aujourd'hui ils en ont 150. Certains ports sont construits aujourd'hui beaucoup en Amérique latine, en Europe on est à la traîne. Donc il a fallu en fait trouver un peu comment est-ce qu'on allait organiser ce secteur. Et ensuite, il fallait apporter une image dessus pour effectivement contextualiser. Ça se met en place. Ce qui est plus compliqué, je dirais, par rapport à mes confrères, c'est que le secteur maritime, c'est une vieille dame qui va devoir, à la différence de la construction, évoluer forcé, puisque c'était jamais posé la question de la digitalisation de ces ouvrages. Alors, c'est une vieille dame et en même temps, le bâtiment aussi est réputé pour être lent dans ses croissances, puisque si on regarde les chiffres d'évolution de la productivité, quand certains sont à 40% sur des séries longues, le bâtiment est plutôt en chiffres 1, 2, 3, 4% en termes économiques, de croissance économique et de productivité, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gains de marge de manœuvre. Est-ce que la transition écologique et l'augmentation des coûts de l'énergie a un impact sur le recours au BIM? Là, je pose la question un peu à tout le monde et on reviendra après sur le port ou peut-être déjà sur le côté portuaire. Alors nous, on sait aujourd'hui que la construction d'un port, c'est aux alentours des entre 200 et 250 millions de dollars du kilomètre. Donc de fait, la solution, c'est est-ce qu'on maintient le port dans l'état ou est-ce qu'on déconstruit pour reconstruire? Voilà, donc je peux passer la main après ces deux chiffres. Effectivement, mais on voit que le BIM finalement est une aide à la décision dans les projets d'investissement et aussi dans l'exploitation. Oui, juste pour continuer sur la partie performance énergétique, on effectue des simulations thermiques dynamiques des bâtiments et on les effectue avec des modèles des bâtiments. Et c'est vrai que si on dispose tout de suite d'une maquette numérique qui a l'ensemble des matériaux constitutifs du bâtiment, forcément pour simuler les consommations lors des scénarios d'efficacité énergétique, on gagne du temps parce qu'on n'a pas à le refaire avec les ingénieurs, à le reconstruire. Ce qu'on voit aujourd'hui dans la rénovation, c'est notre quotidien en fait, d'essayer de sonder le mur pour savoir ce qu'il y a dedans.
Donc bon, ça ouvre d'autres problématiques, à savoir la mise à jour de la maquette en fonction des travaux, etc. Mais ça, c'est la joie de l'exploitation. Autre chose sur l'exploitation, juste dans le bâtiment, enfin, je pense que tout le monde ici le sait, mais l'exploitation d'un bâtiment, c'est 75% des coûts sur la durée de vie d'un bâtiment. Donc s'il y a un endroit où il y a des investissements à faire sur le bâtiment, moi j'aurais tendance à dire c'est plus dans l'exploitation que dans la construction finalement, sur la partie réduction des coûts. Oui, alors ça veut dire qu'on intègre la durée de vie du bâtiment dans la réflexion, en fait, c'est ça? On intègre la durée de vie et la déconstruction, en fait, de la phase de conception jusqu'à la déconstruction. La conception, c'est 5% du coût, la construction, la démolition, c'est 15%. Quoi. Donc en fait, tout le reste, c'est l'exploitation. Benjamin, est-ce que tu as la même vision? Vision du BIM, mais de la donnée, en fait, puisque plus que le BIM, je dirais que la transition écologique, elle va accélérer l'usage de la donnée. Nous, on est présent sur la phase d'exploitation, donc c'est clairement aujourd'hui une attente forte de l'ensemble des acteurs, tous secteurs confondus, d'utiliser la donnée. Et j'aime à dire, le plus grand défi, c'est de la rendre utile et utilisée. C'est-à-dire de la faire rentrer dans les pratiques du métier, et donc toute la conduite du changement de la filière qu'il faut opérer, parce qu'on a beau écrire tout un tas de choses dans les cahiers des charges. J'en parlais ce matin avec une grande métropole en arrivant sur le salon, mais de pouvoir mettre en pratique finalement la mise à jour de la donnée, de travailler sur la qualité, mais ce qui transformera quelque part finalement l'utilité de ces informations, c'est le fait de les faire rentrer dans les pratiques du métier du quotidien, des acteurs des plus proches du terrain à ceux qui sont les plus experts, qui aujourd'hui ont plutôt une bonne vision du BIM, mais on va dire qu'on a tendance à oublier les gens de terrain qui sont aujourd'hui producteurs d'un grand nombre de données et sur lesquels ils n'ont pas la compréhension de tout ce à quoi ils contribuent, et notamment la transition écologique. Voilà. Anne, je vois que tu acquiesces. Je peux que rejoindre ce que tu disais, parce qu'en fait c'est tout l'objectif de Surfi, c'est aussi de rendre le digital à tous les métiers. On a beaucoup digitalisé les fonctions support, les achats, les SIRH, les flux financiers. On a très peu pensé à l'environnement de travail, aux exploitants du bâtiment qui doivent rendre tous les services qu'on promet à ceux qu'on veut fidéliser et attirer. Toute la partie QVT. Il faut avoir aussi des données d'exploitation, savoir quelles sont nos limites, quels sont aussi les besoins d'optimisation, dans quelle mesure on peut le faire. Et tout ça, c'est la data qu'il peut y avoir dans des plans qui sont compréhensibles et qui sont accessibles à tous dans tous les profils métiers, du plus humble au plus haut dirigeant. Voilà. D'accord. Stéphane, toi, comment tu vois les choses au niveau du terrain? Finalement, tu as les yeux et les oreilles, et est-ce que ça aide justement la prise de décision aussi? Ça permet des choix plus avisés? Complètement. Nous, ce qu'on constate avec nos clients, c'est grâce à la solution immersive qu'on leur propose et la documentation des installations, ils réduisent de moitié les déplacements nécessaires en préparation d'intervention et en support à la décision. C'est-à-dire que lorsqu'un double numérique, un référent immersif est disponible en support à une discussion, c'est pas la peine d'envoyer un technicien faire des photos en amont. Les données sont là, on peut se projeter virtuellement sur un site et prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Alors, à vous écouter, et j'en conviens, tout ceci est très pertinent, apporte de la valeur et voire même un retour sur investissement assez rapide. Quels sont les principaux freins au développement du BIM dans l'exploitation aujourd'hui? C'est quoi? C'est on gêne, on n'a pas de compétences, c'est quoi? Alors, sans manquer de respect à qui que ce soit sur cette scène, on a un premier problème pour moi, c'est générationnel. C'est qu'on a une génération d'acteurs qui vont partir dans les 10 années à venir. Et on a une nouvelle génération qui, elle, arrive avec de la 3D au bout des doigts. Et nous, on est le trait d'union entre ces deux générations-là. Une génération qui a le carnet de chèques. On n'utilise plus de chèques, mais en tout cas, c'est eux qui payent. Et une génération qui, elle, ne sait même pas où se trouve l'armoire qui contient l'ensemble des documents papier qui ont été faits par ses aïeux. Donc, pour moi, le premier frein, c'est comment est-ce que, on arrive à financer l'évolution et la digitalisation d'un métier, en tout cas d'un secteur maritime, pour permettre à cette nouvelle génération d'avoir les outils de demain. Est-ce que ça, on le retrouve dans le bâtiment, Stéphane, peut-être? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un frein aussi, c'est une méthode, un historique. C'est-à-dire que les outils de digitalisation, ils arrivent, ils apportent clairement des bénéfices, mais les gens sur le terrain, ça fait 10, 20, 30 ans qu'ils travaillent comme ça avec un carnet et un crayon, pourquoi faire autrement? Donc ça, c'est un vrai frein, la peur du changement, la résistance au changement, et c'est important pour nous, offrant de solutions, d'apporter
vraiment des solutions ergonomiques qui sont faciles à prendre en main avec peu de fonctionnalités, mais des fonctionnalités qui apportent vraiment de la valeur aux utilisateurs. Ça ne sert à rien de fournir à des techniciens une appli qui fait le café quand ils vont réparer une machine, ça ne sert à rien. Il faut leur fournir vraiment une application facile à prendre en main. Et ça, c'est un critère d'acceptation qui est fort. D'accord. Mais ça veut dire passer par le terrain finalement. C'est là où on gagne, c'est ça ? Il faut prendre le problème par les deux bouts, c'est-à-dire arriver à fournir des solutions et des bénéfices suffisamment intéressants auprès des décideurs pour qu'ils acceptent de tester les solutions. Mais il ne faut pas saboter la planche, quoi. C'est-à-dire il faut aussi fournir des outils aux opérationnels terrain pour pas qu'ils refusent l'outil numérique au bout d'une heure d'utilisation parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est pas accessible, ça rame, enfin, voilà. Et tous ces problèmes de performance-là, il faut absolument investir pour fournir des applications ergonomiques pour que les opérationnels bénéficient aussi de ce qu'on peut apporter. Ok. Anne, est-ce que ça se retrouve dans le... Complètement. En fait, c'est d'abord la collecte de la donnée et sa mise à jour. Ça reste le nerf de la guerre. Nous, on accompagne beaucoup des équipes qui ont vu passer plusieurs outils et qui se disent encore un nouvel outil. Donc la conduite du changement, c'est vrai. Et au final, on s'aperçoit qu'avec un outil simple et convivial, donc ergonomique, c'est quelque chose qui va apporter de l'engagement et qui va permettre à chacun d'être plus fier des missions qu'il remplit parce qu'il va pouvoir enfin savoir ce qu'il a fait aujourd'hui, aller directement, pas perdre de temps, apporter peut-être même des idées auxquelles on n'avait pas pensé dans l'exploitation parce que lui, sur le terrain, peut avoir des observations. Et ça, c'est aussi du ROI humain dont on n'a pas conscience et que nous, on commence à observer sérieusement, justement dans cette nouvelle génération dont tu parlais. D'accord. Benjamin, tu le retrouves toi aussi Oui, alors moi, je vais revenir sur ce qu'on défend depuis le début, c'est que finalement, ce qui compte, c'est les cas d'usage et pas les fonctionnalités. Voilà. Les tendances dans le bâtiment ont été depuis 20 ans d'acheter des outils et des fonctionnalités. J'ai vu les cahiers des charges sortir avec des pages et des pages de fonctionnalités sans savoir vraiment ce que voulait faire le client à la fin. Alors qu'en fait, on cherche tous à résoudre dans un premier temps des irritants du quotidien. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour lancer en fait des démarches d'appropriation de la data. C'est aussi travailler sur la culture de la donnée parce qu'on a des entreprises d'une manière générale encore dans la filière du secteur du bâtiment qui n'a pas pris encore le prisme de la culture de la donnée là où d'autres secteurs l'ont vraiment engagé. Et puis après, on a une opportunité quand même incroyable, c'est qu'on est à l'essor de nouvelles technologies qui sont aujourd'hui accessibles, qui ne l'étaient pas il y a 10-20 ans, qui font d'ailleurs qu'Intent a été créé il y a 10 ans, mais qui existent maintenant sur l'intelligence artificielle, le temps réel. Je vais parler de la 3D bien sûr, mais la 3D n'est qu'une opportunité de plus finalement de faire utiliser la donnée. Et c'est pas la fin, la fonctionnalité qui fera le changement de paradigme. C'est pour reprendre les thèmes qui nous sont chers au sein des SBLM. D'accord, donc on est véritablement sur un enjeu d'utilisation de la donnée, de capitalisation. Faciliter le travail sur le terrain, désolé c'est pour l'alarme. Sébastien, est-ce que toi aussi tu retrouves cela dans l'expérience ? Dans ton expérience ? Ça c'est la vie de l'exploitation ça. Oui, alors effectivement, de faciliter, avoir des outils, etc. Bon, j'ai envie de dire, j'ai une vision très pragmatique des outils. Générer de la donnée c'est bien, la traiter c'est mieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, et donc je pense qu'il faut aussi accompagner progressivement les gens. Sur le BIM en lui-même, ça reste aujourd'hui des outils très très compliqués quand on parle du BIM à proprement parler. On a encore des clients qui nous ont dit on vient de récupérer un bâtiment dans lequel on a fait quelques petits travaux, le propriétaire nous demande de mettre à jour la maquette BIM dès qu'on fait des travaux. Est-ce que vous connaissez un BIM manager qui est capable de faire la mise à jour de la maquette pour pas trop cher ? Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et ça génère des contraintes qui sont quand même assez fortes. Donc il faut faire attention, le mieux est l'ennemi du bien et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver dans l'exploitation. Voilà. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à vos prospects ou quel conseil donnez-vous à vos prospects, vos clients qui souhaitent investir dans le BIM exploitation, dans l'exploitation par le BIM ? Déjà, la première des questions, c'est pourquoi ? Quel est le besoin derrière la maquette BIM ? Pourquoi il faut faire une maquette BIM ? Quel est le besoin ? Et après, en fonction, il faut aller chercher l'outil qui va répondre à ce besoin-là et la solution qui va y répondre. Il y a des solutions qui sont très bien, celle de Dan avec Surfy, Intent ou Vertis ou la solution sur la partie sur les ponts, sur les ports, pardon. Toutes ces solutions-là répondent à des besoins qui sont spécifiques et à l'instant T. Donc ça sert à rien de créer des usines à gaz. Il faut toujours revenir à quel est le besoin et ce que tu disais effectivement. On a besoin quel est l'objectif, quel est le besoin du client et pas la fonctionnalité. Voilà. Mais finalement, pour rassurer, est-ce qu'on a besoin d'être expert en 3D pour utiliser le BIM exploitation ?
Peut-être Benjamin, vas-y. Puis après, Moi, je vais dire non. Absolument non. Parce que la meilleure manière de démarrer un projet, c'est de commencer par la donnée qui existe. Et en général, elle n'existe pas en 3D, elle existe en papier, elle est de plus en plus numérique parce qu'on a Excel et que le monde a été façonné par Excel. Et par ailleurs, on a plein d'acteurs qui travaillent avec nous, qui nous proposent de la donnée, mais qu'on n'exploite pas. Donc comment on fait déjà pour démarrer un projet? C'est faisons en sorte, notamment par des pratiques de gouvernance, qu'on puisse accéder facilement à cette donnée, en s'équipant bien sûr de solutions. Et ensuite, on peut additionner, quand on a des bâtiments en 3D avec de la 2D, des raisonnements qui vont être utiles dans des environnements plutôt complexes. Enfin, voilà, moi je reste toujours perplexe, mais c'est un envie personnel sur la 2D, 3D portée dans un certain nombre de secteurs où on a peu d'usage dans l'exploitation en fait, de cette vue 2D, 3D, à part pour piloter des investissements. Voilà, dans l'exploitation pure du quotidien, il y a quand même peu de cas d'usage. Dans des environnements industriels, les ports, je trouve ça un cas extrêmement intéressant, c'est qu'on voit bien que les enjeux industriels sont de toute autre nature et la localisation de la donnée dans l'espace prend d'autres dimensions. Et donc il faut raisonner aussi par rapport à ça, c'est finalement comment je me positionne par rapport à l'utilisation de la donnée dans l'espace. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet espace-là pour pouvoir piloter plus efficacement mon quotidien? On a d'ailleurs toutes ces réflexions-là dans un projet qui s'appelle Timéo, porté par la collectivité de Toulouse Métropole, sur lequel on fait réfléchir justement sur ces dimensions 1D, 2D, 3D et comment exploiter finalement efficacement dans le quotidien tout un tas de données. Il y aura une conférence, je crois, demain. Très bien. Pierre-Emmanuel, est-ce que toi, il faut être expert 3D pour le BIM Alors non, du tout, puisque je suis quelqu'un du terrain après quelques années d'armée. Donc moi, la 3D, ne serait-ce que l'informatique, ça reste toujours un grand mystère. Je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le cas d'usage prime sur ce que l'on va utiliser. Et la première chose que l'on fait quand on va voir un client, c'est qu'on récolte l'ensemble des documents historiques qui sont à notre disposition. Et on ressort au client les données qui sont pertinentes pour lui. Alors effectivement, il vaut mieux avoir une vue 3D de la partie immergée des ports parce qu'on ne va pas envoyer un scaphandrier toutes les 5 minutes pour aller faire une levée de doute. Donc, en ça, la 3D, pour nous, elle est très importante. Mais nos clients, on ne leur demande pas d'être des spécialistes, on les fait naviguer dans leur infrastructure. On leur permet de plonger dans leur infrastructure sans jamais se mouiller finalement. Excellent. Et alors, justement, on parle de se mouiller. Est-ce que c'est vraiment onéreux comme solution? On regarde finalement des investissements qui sont gérés parce que on est quand même sur un port, tu disais 250 millions du kilomètre, c'est ça? Oui, c'est ça. Le bâtiment, ça coûte aussi en millions de mètres carrés, puisque c'est quand même des grandes surfaces. Finalement, est-ce que l'investissement dans le BIM exploitation est quelque chose d'onéreux ou comment on retrouve... Quel est le retour sur investissement potentiel? Alors, la réponse est dans la question, c'est que toi tu parles d'investissement là où le client raisonne en coût. On va investir dans une solution, nous on a un client, ça représentait 0,7% de ses OPEX CAPEX sur 5 ans. Donc je veux dire l'échelle d'un port c'est dérisoire. Mais ça reste un coût. On a encore eu la discussion hier chez Vinci où on leur a dit mais attendez, lorsque vous construisez un port, vous pouvez apporter cette solution de maintenance sur une infrastructure qui est neuve. Et lisser sur le projet global, finalement, c'est transparent. Donc, on parle de coûts chez les clients, là où nous, on fait du forcing pour parler investissement. Anne, Benjamin, je ne sais pas. Il est certain qu'on a conscience de s'adresser à des populations qui ont peu de budget, qui sont considérées comme des centres de coûts. Mais c'est vrai que l'apport de valeur des BIM est vraiment à la fois en précision, en temps, en argent finalement, et au final aussi en pouvoir de décision. Et ça se mesure difficilement en ROI en fait. Il y a plein de ROI sur des plateformes qui vont exploiter de la data. Celui qui ne me dira pas ne retrouver de ROI, de retour sur investissement en utilisant la donnée, c'est qu'il ne l'utilise pas. Et donc nous, on a des tas d'exemples aujourd'hui dans le logement social qui sont réputés pour être des acteurs quand même mis sous pression financière. Ils sont très équipés aujourd'hui de la plateforme. Comment ils ont fait? Ils ont utilisé les coûts qu'ils dépensent déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout un tas de dépenses qui sont opérées aujourd'hui et qu'il faut reflécher, réaiguiller pour pouvoir financer ces projets en partie. C'est pas simplement une nouvelle ligne qu'on voit apparaître dans la partie des OPEX et qu'il va falloir... et ensuite, c'est surtout faire en sorte que son organisation pérennise, s'intègre dans l'utilisation de ces informations. Parce que l'outil ne fait rien. Encore une fois, ça s'inscrit dans un projet. Ce projet-là, il a des objectifs, des ambitions qui visent à
donner ce retour sur investissement et donc en s'appuyant sur les dépenses qui sont faites aujourd'hui et qui seront faites demain parce qu'on a aussi des contraintes réglementaires et donc il va falloir quand même piloter un peu plus avec de précision que piloter à vue finalement comment vont se passer les 40 prochaines années. Et finalement, on redécouvre le fait peut-être que l'immobilier est un actif et donc qu'il doit être actif. Côté facility management, c'est la même chose parce que finalement vous êtes sur la couche. Comment j'optimise l'asset? Alors oui, surtout comment on optimise la vie des occupants dans l'asset, c'est surtout ça en fait notre job est effectivement l'entretien du bâtiment, mais bon, tout dépend de ce qu'on met dans l'asset. Oui. C'est comme tout. Oui, alors nous, nos clients ont différentes contraintes, ils jonglent entre différents budgets. Et là, on est face à différentes difficultés qui vont être le turnover du client aussi, qui va mettre en place un nouvel outil, le nouveau qui arrive avec son nouvel outil, etc. Donc la vie de l'exploitation, c'est beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Là où je rejoins, c'est qu'il y a effectivement, on est en train de voir un changement en termes de population chez nos clients. Ça se renouvelle, là, il y a des générations qui laissent la place aux suivantes. Et du coup, les gens ont plus d'appétence sur les outils numériques. Et ça, il y a deux raisons à cela. La première, c'est effectivement le gain de temps, parce que c'est des métiers qui sont mis sous pression. Il y a une très grande pression à la fois de leur direction, qui est la direction générale, qui plus est avec le Covid, ça a mis en lumière les métiers de l'exploitation. Et la pression des occupants qui, eux, demandent à ce qu'ils disposent du meilleur travail pour garantir la meilleure performance à leur employeur. Donc ils sont un peu au milieu entre le marteau et l'enclume, nos chers clients et nos chers exploitants. Donc eux ont besoin d'outils pour décider, besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain un peu partout. Quand je dis il y en a des clients, ils gèrent un parc de plusieurs centaines de bâtiments. Donc s'ils disposent d'une maquette dans laquelle ils peuvent aller voir la chaufferie de tel bâtiment et dire ah bah non tu te trompes, c'est une chaudière gaz et pas une chaudière fuel, ou peu importe le sujet, mais ça permet de gagner du temps et d'éviter de dépendre des autres qui sont sur place. Donc ils vont gagner de l'autonomie. Donc il y a ce sujet-là, et après effectivement le sujet de l'investissement, et on a toujours fait comme ça, c'est effectivement les choses sur lesquelles on est confronté, et pourquoi faire mieux, quoi. D'accord, donc on voit qu'il y a quelques freins au développement du... Oui. Il y a un autre frein, parce que là on parle des clients, mais il y a tous les prestataires autour qui interviennent, et ceux-là disposent, soit ils ont leurs propres outils, donc il y a une question d'interopérabilité à avoir en tête, soit ils n'ont pas d'outils, soit ils ne veulent pas d'outils. Enfin voilà, quoi, c'est une constellation d'acteurs à faire travailler ensemble, et avec l'arrivée de plein de bonnes idées sur plein d'objets connectés qui viennent un peu mettre le bazar dans tout ça en disant on crée de la donnée partout. Mais au final, à créer de la donnée, enfin trop de données, tu l'as donné, j'ai envie de dire, en tout cas dans l'exploitation, quoi. On revient à l'intérêt du cas d'usage finalement et d'exploiter la donnée existante. Oui, et ça nécessite des nouvelles compétences dans l'exploitation. La data analyse, jusque maintenant, dans l'exploitation, c'était pas le sujet. Aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer qu'on exploite un bâtiment sans analyser de la donnée, quoi, en fait. Ouais. Justement, Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de l'interopérabilité, puisque c'est un sujet quand même clé pour la plateforme Intent? Alors, un vieux sujet dans le secteur du bâtiment, même si, encore une fois, là j'ai parlé de la vision d'Intent, on est dans le monde de l'Internet depuis maintenant de nombreuses années, que la question de l'interopérabilité, pour moi, elle était plus à une vision d'un marché dans lequel il y avait une chaîne de valeur pour laquelle les acteurs cherchaient plutôt à protéger leurs actifs de données plutôt qu'à les ouvrir. Je pense qu'on vient de passer dans une nouvelle étape et qu'aujourd'hui les acteurs ont compris que pour créer de la valeur sur cette donnée, il faut ouvrir ces systèmes d'information, il faut la faire circuler, et que l'enjeu est plus tant de définir des protocoles, des échanges de données formatés, mais plutôt de définir les cas d'usage, encore une fois, qui vont découler de l'utilisation de ces informations. Et donc je vais prendre l'exemple, on est très actif au sein de l'AICN, qui est un groupement de fédérations professionnelles qui travaillent ensemble aujourd'hui avec donc Songor Tsukas qui préside cette fédération pour pouvoir normaliser la sémantique métier en fait des données. Parce qu'un des enjeux majeurs en fait que l'on a sur l'interopérabilité, c'est pas tant les protocoles. Internet a déjà encore une fois résolu ce problème-là. C'est plutôt le langage, c'est-à-dire comment on définit un ascenseur, comment on définit un espace bâti, comment on définit une intervention. Et c'est plutôt ça dont on a besoin, parce que la définition, finalement, elle traduit, et on se rend compte dans ces travaux qu'on mène avec l'AICN, de tous les cas d'usage qu'ont les métiers à pratiquer au quotidien dans l'usage de ces données. Et donc,
ça, c'est une superbe initiative qui est en train d'évangéliser ce marché et de propager finalement une compréhension de l'usage de la donnée qui n'est plus basée que sur le problème d'interopérabilité. Ça, à la limite, ça s'écrit dans les contrats et je dirais qu'après, c'est les techniciens qui se chargent de créer ces passerelles, mais plutôt d'acculturer les gens sur le fait de libérer l'accès à ces données pour répondre à des cas d'usage. Voilà. D'accord, donc finalement on redonne du sens aussi au métier puisque on remet les mots sur les choses. Stéphane, quelles sont maintenant les prochaines étapes pour le développement, selon toi, du BIM dans l'exploitation? Quelles sont les quelques dynamiques dans les prochaines années? Moi, je pense qu'il faut, alors sans vouloir faire surfer sur la vague IA, mais ce genre de technologies peuvent apporter beaucoup de valeur sur de l'analyse de la donnée existante, de l'interprétation. Moi, je dis pas, enfin, je suis pas dans une dynamique de laisser tout pouvoir à une intelligence artificielle, sous quelle forme technologique qu'elle soit. Mais on peut apporter beaucoup de valeur sur de l'analyse, notamment en masse de données, grâce à des algorithmes qui auront été entraînés pour sortir une information efficace. Typiquement, on peut imaginer pouvoir faire un recensement exhaustif d'un patrimoine immobilier sur la base de photos, typiquement de ce qu'on peut proposer avec notre application. Donc ces technologies-là peuvent apporter une vraie plus-value en termes de valorisation de toutes les données qu'on aurait pu mettre en place au fur et à mesure des implémentations des projets. D'accord. Pierre-Emmanuel, de ton côté, quelle serait toi la dynamique pour un développement futur? Alors nous, on est très en amont parce que d'une part, on doit créer donc cette interopérabilité, c'est-à-dire que l'IFC vient à peine de terminer son travail de définition des ouvrages dans le maritime et les voies navigables, là où nous, en fait, on est déjà en aval. La deuxième, je rejoins Stéphane sur la proportionnalité d'introduire de l'intelligence artificielle dans l'analyse des données, dans l'émergence des rapports, de façon à ce que les prises de décision, l'être humain est toujours le dernier mot, mais que l'information qui lui vienne, ça soit l'information pertinente. On n'a pas besoin d'amener une somme d'informations conséquente, on a besoin d'amener la bonne information. Et la dernière, pour nous, c'est d'arriver à anticiper tout ça, et donc ça fera l'objet d'une conférence demain. On a un partenariat avec le CNES et on va introduire de la donnée satellite. Donc comment mesurer depuis l'espace la déformation d'un ouvrage avec de l'antériorité, puisqu'on a de la donnée historique, et un suivi annuel, mensuel, ainsi de suite. Intéressant. Anne, de ton côté, quelle est la prochaine dynamique ou quelle dynamique actuelle est utile pour favoriser le développement du BIM dans l'exploitation? Je pense que c'est le service à l'occupant. Nous, on se met vraiment maintenant dans une démarche qui va accompagner l'expérience utilisateur. Donc, c'est de dire pouvoir apporter tout un tas de services, à la fois avec de l'humain, mais aussi avec des robots, aller vider une poubelle en accompagnant un robot en passant par là où il n'y a pas d'escalier, ou déclarer des circuits PMR pour faciliter les évacuations de sécurité. Toutes ces choses-là qui vont pouvoir naturellement être produites par les solutions qu'on propose, et qui vont nourrir, encore une fois, la couche terrain de toute cette exploitation de bâtiments. D'accord, donc au-delà de l'intérêt économique, il y a aussi l'intérêt qualitatif qui entre en ligne de compte. Tout à fait, c'est vraiment aussi un des objectifs premiers, c'est de donner la bonne data, on l'a tous dit aujourd'hui, c'est de donner la bonne data à la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Voilà. Benjamin, toi, quelle serait la dynamique souhaitable ou actuelle, mais sur laquelle il ne faut pas lâcher? Il y a trois axes sur lesquels nous on avance et qui nous semblent clés pour éviter que ces plateformes ne soient que les outils des experts. Parce que c'est le risque du BIM, c'est que ça reste une volonté d'experts de vouloir numériser son industrie sans emmener finalement tous les acteurs qui y travaillent. Et on sait que dans ces enjeux-là, il y a un premier enjeu qui va être la qualité de données, sur lequel il y a besoin d'aider au maximum les utilisateurs à fiabiliser cette information au contact des acteurs qui travaillent sur ces bâtiments, au contact des gens qui modélisent les bâtiments et au contact aussi de tous les objets connectés qui vont arriver, qui nous donnent foison de données, mais qui parfois sont avec quelques aléas de fonctionnement. Donc la qualité de données, et là les technologies vont être un investissement important pour donner des outils qui vont compléter, aider à améliorer cette qualité. Et donc, dans la qualité de données, on va faire utiliser la donnée, parce qu'un des moyens de l'améliorer, c'est là-dessus. Un des deuxièmes volets sur lequel on va travailler aussi, on parle d'IA, on en parle beaucoup depuis quelques années dans le secteur, mais l'IA générative, on est quand même dans un vrai changement de paradigme aujourd'hui pour rendre accessible l'information. Donc, sans révolutionner forcément l'analyse de la performance d'un bâtiment, mais dans les 5 prochaines années, on sait que l'IA générative sera intégrée dans ces
utilisations de l'information dans des quotidiens de la relation avec l'utilisateur final ou de l'expertise, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'analyser des tableaux de bord avec 50 indicateurs où globalement on demande tous des indicateurs, mais on se demande aussi qu'est-ce qu'on va en faire ensuite. Donc voilà, donc ce point-là il est aussi important. Et puis après, je pense que la culturation du secteur de l'industrie immobilière, l'article des Échos récemment l'a encore cité comme étant très en retard. Bon, il est temps que ça bouge. Donc ceux qui n'y croient pas, qui regardent un petit peu ce qui se passe dans d'autres secteurs de l'industrie, les chaînes de valeur se sont repositionnées sans perte de business. Au contraire, elles ont recréé de la valeur pour certains acteurs. Donc il faut que les acteurs comprennent maintenant que libérez votre accès à la donnée. Il y a des acteurs mondiaux. Moi, je prends toujours l'exemple de l'ascenseur parce que c'est un des secteurs les plus matures sur le sujet. Mais les ascensoristes ont très vite compris ça. Et ils ont déployé des connecteurs d'API qui permettent d'accéder à tous les ascenseurs dans le monde juste par un connecteur. Voilà, donc faites comme ces prestataires-là, engagez les TPE, PME aussi à se numériser. Nous, on fournit des applications aux petites entreprises, artisans, pour qu'elles puissent quand même répondre au marché public, à leurs clients. Et voilà, et en y allant avec ces contrats et cet accompagnement, le marché se développera. Oui, des secteurs comme l'agriculture se sont très rapidement développés dans le domaine et finalement supplantent aujourd'hui le bâtiment, mais de très loin. C'est de réputation, enfin même données factuelles, que le bâtiment est en retard largement en termes de productivité et de développement du BIM. Pour terminer, Sébastien, toi, quelle serait la dynamique souhaitable ? Alors, je vais reprendre tout ce qui est dit parce que finalement, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Si ce n'est, nous, notre métier étant vraiment l'exploitation, on va utiliser la donnée. On a besoin de la donnée la plus pertinente dans un espace. Donc, la donnée a une pertinence très située en fait de cette donnée. Donc, toute la notion d'analyse automatique avec de l'intelligence artificielle, c'est effectivement des sujets sur lesquels nous on travaille. Et également, on travaille également nous sur la partie interaction avec l'utilisateur final. Et donc tout ce qui va être reconnaissance du modèle, enfin du langage naturel de l'utilisateur final pour identifier exactement son problème et avec la maquette où il est. Voilà, donc on travaille vraiment sur l'usage final et de notre côté on a développé des modèles d'analyse avec une intelligence artificielle pour ça. Entendu, mais en tout cas je voulais vous remercier à tous les 5 pour votre participation à cette conférence. Donc, on retient que le BIM exploitation, c'est un investissement, mais qui peut rapporter rapidement et je pense beaucoup. Un retard du secteur du bâtiment et de belles opportunités de développement, on l'a vu, que ce soit avec l'IA, que ce soit avec l'amélioration de la qualité de la donnée ou encore l'interopérabilité ou même l'éclairage de la décision. Donc beaucoup de choses en perspective. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'accélérer sur ce développement et je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous. Merci.